Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous et merci de nous suivre sur BF1, la télévision au cœur de nos défis et bienvenue à votre émission au cœur du sport. Les qualificatifs, voire les superlatifs manquent pour décrire celui que nous recevons aujourd'hui tellement sa vie est collée à l'histoire du football burkinabé. Lui, c'est Drissa Malo Traoré, dit Saboteur. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir à vous, je rappelle que je vous interrogerai en compagnie de mon ami de tous les jours, Guillaume William Somdalom, Monsieur Sport Time sur BF1. William, bonsoir. Bonsoir Madi, bonsoir au coach. Bonsoir. Alors, avant de parler de Drissa Malo, dit Saboteur, nous avons préparé juste un petit résumé de sa vie que nous vous invitons à suivre. Il s'appelle Drissa Malo Traoré. Né le 21 décembre 1943, toute sa vie semble dédiée au football. Latéral droit de son état et surnommé Saboteur par un journaliste malien, son parcours se colle à l'histoire du football burkinabé. Après sa carrière de joueur, il se lance vite dans l'entraînement sur les conseils du sélectionneur national de l'époque, le français Guy Fabre. Après plus de 50 ans, sa motivation reste intacte. Non mais moi je ne pars pas dans les boîtes de nuit, je ne pars pas dans les dancing, je ne pars pas boire ainsi de suite dans les maquis. Mon maquis c'est le football. Donc je suis obligé de vivre dans le milieu dans cet univers-là pour pouvoir maintenir ma santé. Voilà, c'est tout, c'est le secret comme ça. Sur le banc de touche, il a vu des vertes et des pas mûres. Rien que sur le plan national, il a conduit le Kadiogo en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe en 1978. C'est lui qui a qualifié pour la première fois sur le terrain les étalons à la phase finale de la CAN en 1996. C'est encore Saboteur qui a lancé la génération dorée de Charles Kaboré et sa bande le 7 octobre 2006. Un de ses gros échecs est sans doute le CHAN raté des étalons au Maroc en 2017. Peut-on lier autant de succès à la chance comme on l'entend souvent? Il faut croire, il faut travailler. Bon, je pense que moi je crois et je travaille toujours sans relâche. Par exemple, après l'entraînement, quand je fais un entraînement ce soir, j'ai mes fiches où je dois travailler là-dessus jusqu'à minuit comme ça. Et pour que demain, je puisse voir qu'est-ce que je dois travailler comme fiche d'entraînement et tout ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, ainsi de suite. Donc c'est comme ça, je suis comme un insisteur qui travaille ses fiches pour aller en classe. Voilà, c'est vraiment un résumé, un petit résumé, mais juste rectificatif. Coach est précis, il n'est pas né le 21 décembre, mais le 24 décembre, donc jour de Noël. Et ça c'est important. Et le CHAN, vous l'aurez remarqué, c'était en 2018 et non 2017. Alors, coach, après avoir vu ce petit résumé, est-ce que vous vous reconnaissez? Oui, je pense que c'est bien. Quand on fait des résumés, comme son nom l'indique, c'est en quelque sorte, on ne peut pas tout dire, mais on dit l'essentiel. Alors, mais dans le reportage, il y a un endroit où je dis, je ne suis pas d'accord. Quand il dit, il a parlé de l'échec ou bien oui, quoi, le gros CHAN 2018. Oui, qu'est-ce qu'il a dit le terme là? Un des plus gros essais. Voilà. Oui. Je ne suis pas d'accord. Parce que avant d'aller au championnat d'Afrique des Nations, le Burkina n'a pas été désigné pour aller. Il faut des éliminatoires. Absolument. Mais il n'a pas parlé de ça. J'ai été battre le Ghana au Ghana pour me qualifier. Donc aussi ça, c'est un périple qu'il devait dire. Okay. D'accord. Mais lui, il a dit seulement le gros échec c'est le CHAN. D'accord. Alors que avant d'aller là-bas, il fallait se qualifier sur le terrain. Il fallait se qualifier parce que le Burkina n'a pas été désigné. C'est par la qualification que je suis parti battre le Ghana au Ghana pour me qualifier pour aller au CHAN. Et là-bas au CHAN, j'ai fait 2 nuls, 1 défaite. Et j'écoute souvent, il y a certains reporters qui disent que j'ai fait, que je n'ai pas gagné de match ou quoi, quelque chose comme ça. Ou bien j'ai fait des défaites seulement. Alors que ce n'est pas vrai. J'ai fait 2 nuls. 1 défaite. Et 1 défaite. D'accord. Alors, coach, le débat est lancé. William, on va parler de la vie de coach Saboteur. C'est vrai, on ne finira pas. Mais on va rester surtout dans l'aspect football. Coach,
rapidement, en juste 2 ou 3 minutes, comment vous êtes venu au football? Bon, c'est comme tous les enfants. Hein. D'abord, quand vous savez que mon papa était un fonctionnaire français sous la colonisation. C'est un de la santé animale. Il était vétérinaire. Et donc, il a servi en Côte d'Ivoire. Nous, on était petits là-bas, en Côte d'Ivoire. Et donc, je jouais comme tous les enfants à l'école. Et après, comme lui faisait la politique avec le président Oufoué, et donc, souvent, on venait l'arrêter, et ainsi de suite. Donc, finalement, il a dit, bon, compte tenu du fait que chaque fois, lui, il est arrêté, et pour ne pas me perturber, il va m'envoyer à Bobo. Et c'est son frère. C'est comme ça qu'on m'a envoyé à Bobo. Et j'étais à Bobo. Et quand je suis arrivé à Bobo, j'ai commencé à jouer chez les fonctionnaires dans les petites catégories. Donc, c'est ces fonctionnaires que j'ai commencé à jouer avec les paniers, les badous. C'était mes meilleurs amis quand j'étais enfant, à l'école primaire. Et puis, il y avait Ouattara Amadoun. Lui, il est actuellement à Marseille. Il travaille là-bas. D'accord. Alors, vous avez joué à la SFB. Voilà. Ensuite, après, je suis venu à Ouadou. Après, je suis venu à Ouadou. Oui. Et donc, je suis venu dans la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc, après, c'est devenu Yenenga. Et puis après, c'est devenu Asfa Yenenga. Donc, au moment où j'ai joué dans la Jeanne d'Arc, c'était M. Maxime Ouedraogo, qui était le président de l'équipe. Et il était le ministre du Travail et de la fonction publique de Haute-Volta. Il logeait à Bibalogo. Et notre terrain d'entraînement, c'était devant là où il y a le parking du stade municipal. C'était là-bas qu'on s'entraînait. Autrement dit, c'était le stade municipal, tout simplement. Oui, c'est le stade municipal, c'était le terrain de la Jeanne d'Arc. La Jeanne d'Arc. Oui. Alors, coach, justement, vous avez fait fonctionnaire, vous avez joué à la Jeanne d'Arc, mais quand on regarde votre parcours, vous n'êtes pas resté très longtemps sur le terrain parce que vous êtes vite reconverti en entraîneur. Pourquoi n'avoir pas poussé un peu plus loin avant, bien sûr, d'embrasser cette carrière d'entraîneur? Non, ça, je parle du club. Sinon, après, j'ai joué dans l'équipe nationale. Et quand Guy Fabre est venu ici, il était entraîneur de la SEC à Abidjan. Il est venu à Ouagadougou. Il m'a vu jouer et c'est là qu'il m'a sélectionné en équipe nationale. Et donc, quand j'étais venu en équipe nationale, Dieu a fait que j'ai rencontré mes amis d'enfance qui étaient avec moi au patron de Bobo. Le patron de Bobo, bon, pour rappel, c'est nous qui avons commencé le patron. C'était à la grande mission. Et on venait les jeudis et les week-ends. C'est après maintenant qu'ils ont construit à Koko le centre et on a continué là-bas. Les petits pôles, il y avait Petit Pôle, il y avait les Jacques Yamiogo. Et donc, comme je me suis retrouvé en équipe nationale, et pratiquement tous ceux qui ont fait le patron avec moi, on s'est retrouvés en équipe nationale. Donc, on avait un bon groupe. Voilà, il y avait les Sanou Benoît, les Driballon, Assurance, Panier, il y avait Sidibé Mamadou. J'ai parlé de Badou, non? Oui. Voilà, Badou. En tout cas, la plupart, tous ceux qui ont fait l'enfance avec nous, on s'est retrouvés au niveau de l'équipe nationale. Donc, dans ma promotion de l'équipe nationale, il y avait Panier, Ouedraogo Boukardi Panier. Et je me rappelle notre match à Marseille, contre l'Olympique de Marseille en avril 1967. Ça, c'est un match de référence. Voilà, il y avait Skobla, il y avait Maïson, il y avait Fiao. Oui, le Togolais. Le Togolais. Et ce jour-là, notre entraîneur Guy Fabre, il a dit que bon, Panier, toi tu joues en défense, mais je vais te mettre aujourd'hui avant-centre. Donc, ce n'est pas nouveau, hein, la transformation des joueurs, ce n'est pas nouveau. Non. Et donc, il a mis Panier avant-centre. Il dit, je te mets avant-centre parce que tu es très fort de la tête. Et donc, quand on a commencé, effectivement, Panier a marqué les débuts. On menait 2-0. C'est Panier qui a marqué les débuts de la tête. Et il restait 25 minutes de la fin. Donc, sur 4 balles arrêtées, l'OM a marqué 4 buts sur les balles arrêtées. Vous étiez si faible sur balle arrêtée comme ça? Donc, c'est pour cela Oui. que j'ai demandé à l'entraîneur, après le match, Oui. est-ce qu'il peut m'expliquer pourquoi, dans le jeu, les gens ne peuvent pas nous passer pour rentrer marquer, mais c'est quand les balles sont arrêtées, donc on appelle ça la stratégie. Donc, pourquoi dans les balles arrêtées, on prend les buts? Il dit, tu veux savoir pourquoi? J'ai dit oui. Il dit, bon, ça tombe bien, il y a un stage qui sera organisé par la France, dont le directeur technique Lucien Zasseron, qui est son ami, lui va m'inscrire pour que je fasse ce stage-là. Comme ça, je vais comprendre comment il faut pallier aux stratégies. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a inscrit. Donc, mon début d'entraîneur a commencé là-bas.
Ça veut dire que c'est votre curiosité qui vous a entraîné dans l'entraînement. Alors que vous aviez encore le temps à passer en équipe nationale. En équipe nationale, voilà. Oui. Donc, j'ai fait le stage et j'ai eu mon premier diplôme. À l'époque, on appelait ça le premier degré d'entraîneur. C'est ce qu'on appelle actuellement la licence C. Et donc, quand vous faites le premier degré, si tu as une moyenne de plus de 12, tu es autorisé à faire le deuxième degré. C'est comme ça que j'ai fait le deuxième degré où je suis sorti major. Et donc j'ai compris en ce moment-là que mon entraîneur avait raison pour me faire inscrire et j'ai compris qu'est-ce que la stratégie en matière de football. Et donc j'étais un peu en avance sur la carrière puisque en tant que footballeur de l'équipe nationale, j'avais déjà mes 2 premiers diplômes d'entraîneur qui correspondent actuellement à la licence B, C et B. Okay. Et donc, chemin faisant, un jour comme ça, l'Allemagne a donné une bourse à la Haute-Volta, dont le président de la fédération était Tapsoba Bobo-Adrien. Et donc, Bobo-Adrien, à la réunion de la fédération, il a dit, mais lui pense que, comme c'est une seule bourse, faire sortir les fiches des différents stages qui sont passés, vous regardez celui qui a eu la plus forte moyenne que vous allez lui donner la bourse, parce qu'on a besoin des gens qui peuvent aider demain le pays par leurs valeurs. Moi, je n'étais pas à la réunion, c'est Koplavi Robert, feu Koplavi Robert, qui était au camp fonctionnaire avec moi, c'est lui qui m'a expliqué ça, puisque lui, il était le secrétaire général de la fédération. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai eu la bourse, je suis parti en Allemagne pour faire la licence A. Voilà. Et donc, après la licence A, en 1980, il y avait un stage d'instructeur FIFA qui était organisé pour toute l'Afrique, dont le centre d'examen était à Abidjan. Et on a dit, pour partir faire ce stage, il fallait avoir la licence A et puis il fallait avoir été directeur technique national. Bon, or à l'époque, moi j'étais directeur des sélections nationales et instructeur national qui correspond actuellement à l'appellation DTN. Voilà, DTN, okay. Voilà, c'est comme ça que je suis parti à Abidjan, j'ai suivi le stage et avec les Yo Martial et j'ai eu le diplôme d'instructeur FIFA CAF. Oui, alors coach, on va rentrer un peu petit dans votre carrière. Vous avez été le premier entraîneur à amener un club burkinabé en demi-finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. C'est le cas Diogo. Quand on regarde ceux qui ont joué à l'époque, les SAP olympiques, ils sont tous dépassé la soixantaine, ce qui veut dire qu'à l'époque, vous étiez aussi un très jeune coach. Comment les choses se sont passées? Bon, disons que quand moi j'ai eu mes diplômes, en temps, je me suis dit que, compte tenu du fait que il n'y avait pas beaucoup de cadres au niveau de des entraîneurs. Je me suis dit, mais est-ce que je ne vais pas faire profiter les autres frères de mes connaissances? Donc c'est comme ça que j'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais commencer à entraîner. Et c'est comme ça qu'en 1975 déjà, j'ai commencé à entraîner. C'était quel club déjà? C'était Yenanga Club. Ok. C'était toujours JA? Oui, JA, voilà. Ok. Voilà. Et le Kadiogo, comment c'est arrivé? Le Kadiogo, ça c'est parce que les clubs à l'époque là n'avaient pas de bons résultats. D'accord. Bon, donc automatiquement les responsables à l'époque ont dit qu'il fallait copier la Guinée. Puisque la Guinée avait le Oroya et le Kaloum. Voilà. Donc ils ont dit, bon, on va copier la Guinée pour qu'on puisse avoir des résultats. C'est comme ça qu'il y a eu des états généraux. Et puis bon, ils ont mis en place les Kadiogo et les Silus. Et donc, quand ils ont mis ça en place, le Kadiogo devait chaque fois rencontrer les Silus pour qu'on puisse prendre l'équipe qui devait jouer les clubs champions et puis les vainqueurs de coupe. Mais chaque fois qu'on jouait, c'est les Silus qui gagnaient. Donc les Silus jouaient les clubs champions et Kadiogo jouait vainqueurs de coupe. Et donc, je sais que les Silus sont partis en quart de finale une fois. Et le Kadiogo, moi, je suis parti, quand j'ai pris la première année, je suis parti en quart de finale. Et la deuxième année, je suis arrivé en demi-finale. Et après avoir écarté le canon de Yaoundé, et puis maintenant, on devait jouer contre le Oroya. On a joué contre le Oroya à Ouagadougou. On les menait 3-1 en temps.
je crois que c'était un défenseur central qui était blessé. Et je ne sais pas c'était qui s'est blessé. Donc j'étais obligé de faire reculer Cissé Brahima, qui était un milieu défensif. Lui, il est reculé. Quand il a reculé, comme lui n'est pas très grand, et maintenant on a encaissé le deuxième but. Donc c'était 3-2. Et comme nous sommes arrivés maintenant au retour à Conakry, le match, on était à 0-0, le match était fini. L'arbitre, c'était un Nigérian, 10 minutes d'arrêt de jeu. On a parlé parfois de 13, hein, coach. Ah bon, 13. Oui. On n'était pas au terrain, mais on a entendu parler de 13 minutes. En tout cas, je sais que c'était une affaire de 10 minutes comme ça, ou 13. Oui. Donc, et pendant ce temps-là, moi j'ai dit aux joueurs là, ce que je vois, on fait une défense haute. Donc on était là, les gars ne peuvent pas passer. Il y a Kerfara Bangoura qui était derrière, il y a une balle qui vient, il est seul ici, comme le haut-parleur. Le haut-parleur, oui. La défense est là, comme ça, les Célestins là, ils sont alignés comme ça. Donc il est hors-jeu alors? Hors-jeu. Hors-jeu, à peu près 7-10 ans. Il n'y avait pas le VAR en ce moment. Hein. Non, il n'y avait pas le VAR. Donc, c'est comme ça que... Et l'arbitre a fermé les yeux. Le juge tous a levé le drapeau. L'arbitre a dit comme ça. Et c'est comme ça qu'il est parti. Kerefara Bangoura dit Kepine, il a marqué le but. Quand il a marqué le but, ils sont venus nous poser le ballon au centre. L'arbitre a sifflé la fin. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce qu'avant qu'on joue le match retour, le match allait même à Ouagadougou, la CAF a écrit aux autorités voltaïques pour demander, puisqu'on avait le stade municipal, c'était le seul stade. Il n'y avait pas de tribune. Hein. La tribune, là, c'était au milieu là seulement. Sinon, les autres là, il n'y avait rien. Donc, ils ont écrit pour demander, est-ce que si nous sommes qualifiés pour la finale, est-ce qu'on peut abriter la finale? Mais c'est notre terrain, non? Ah, ils ont demandé, est-ce que les installations peuvent abriter? Nos gars n'ont pas répondu. Puisqu'ils ne pouvaient pas construire les tribunes là dans un temps record. Donc, ils n'ont pas répondu. Donc, la CAF, comme ils avaient les informations, ils se sont dit, bon, comme nous, on ne peut pas abriter la finale, il faut tout faire pour nous écarter. Et c'est comme ça qu'ils ont donc donné des instructions pour qu'on soit éliminé en demi-finale. Mais justement, coach, il semble qu'après cette élimination, Sékou Touré a tellement été fasciné par votre prestation que vous avez été ses invités d'honneur lors de la fête du 28 septembre. Expliquez-nous ça un peu. Oui, il nous a reçus. Oui. Et quand il nous a reçus, il nous a donné les fascicules, les livres de la Révolution. Là. Il nous a distribué ça. Et il a organisé une grande soirée avec tous les orchestres de Guinée. Il y avait le Bembe Azar National, il y avait le Oreya Band, il y avait les Amazones, il y avait plusieurs orchestres guinéens qui étaient là. Une grande soirée. Et puis bon. Est-ce que ça veut dire que quelque part, le président Sékou Touré même reconnaissait que votre élimination n'était pas méritée? Non, c'est-à-dire qu'il a dit que ça, c'est une jeunesse. C'est parce que, vous vous rappelez, avant ce match-là, la Guinée avait battu, je crois que c'était le Kaloumsa, avait battu le Kadiogo 6-0. C'est à cause de ça que je crois qu'on m'a appelé pour reprendre l'équipe. Voilà. À l'époque, je crois que c'était le feu Nouhoun Traoré, qui était l'entraîneur, avec Honoré. William? Alors, justement, coach, vous êtes sur la brèche depuis bien longtemps. Vous avez eu sous vos ordres beaucoup de joueurs, Madi l'a dit aujourd'hui dans la soixantaine. Mais on a comme l'impression que parmi tous ces anciens joueurs-là, beaucoup n'ont pas eu autant de courage, je dirais, autant de courage que vous, parce qu'être entraîneur, c'est quand même assez difficile. Beaucoup n'ont pas eu autant de courage que vous pour se lancer dans ce métier. Ceux qui ont tenté depuis bien longtemps sont quasiment, je dirais, aux arrêts parce qu'ils n'officient plus. Vous, est-ce que vous arrivez à trouver cette force-là pour aujourd'hui, à pratiquement, je veux dire, plus de 75 ans, 77 ans, voilà, vous trouvez encore la force tous les soirs, décembre. Le 24 décembre prochain. Voilà, où est-ce que vous arrivez à trouver cette force-là pour continuer, d'autant plus que vos joueurs, ceux que vous avez formés, ont vite arrêté? Bon, vous savez que dans la vie, je pense que tout dépend de l'éducation même de base. C'est-à-dire que moi, dans mon éducation, j'ai traversé certaines périodes où j'ai vu mes parents se battre. C'est-à-dire, à des moments donnés, les gardes cercles au temps colonial, je voyais, ils venaient comme ça, ils venaient arrêter mon papa à cause de la politique. On l'a arrêté, on l'a mené en prison. Moi, j'étais petit, je voyais, je ne comprenais rien.
J'ai dit, mais ça, c'est quelle chose, ça? Ça veut dire quoi? Et quand mon papa sort de cette prison, quand il vient, il dit, les Blancs, là, ils veulent nous commander, mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut l'africanisation des cadres. Et donc, tout ça, parce qu'il était avec le Houphouët-Boigny à l'époque. Et donc, j'ai vu comment il s'est battu. J'ai vu qu'il me disait, dans la vie, si tu crois à quelque chose, il faut aller toujours. Et donc, cette éducation, ça m'a marqué. Et je me suis dit que tout ce que je vais faire dans la vie, je vais essayer de m'inspirer du courage de mon papa. Alors, donc, ce qui fait que, quand on était petit, si vous avez l'occasion de rencontrer Panier, Boukari Panier, quand on était petit à Bobo, on était fonctionnaire. Et déjà, quand on était cadet, c'est moi qui étais le leader de leur groupe. C'est moi qui partais prévenir les joueurs. Tel jour, il y a entraînement, tel jour, il y a match. Les maillots, c'est moi qui partais prendre ça au niveau des dirigeants pour partager aux joueurs. C'est-à-dire, je partageais Une fois, j'ai pris les maillots et on m'a donné des maillots. Il y avait trois autres couleurs différentes. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, on va mettre les autres joueurs qui sont derrière, couleur uniforme. Les 3 attaquants, on leur donne les couleurs différentes. Là. Mais ça ne marchait pas normalement, vous le savez très bien. Alors, donc c'est pour dire que ça dit que dans tout ce qu'on fait dans la vie, c'est une question de base éducationnelle. Et moi, j'ai été forgé, j'ai été formé avec ce comportement-là, et j'ai vu comment mes parents se sont battus dans l'adversité. Et donc, je me suis dit que tout ce que je veux entreprendre là, quel que soit, mais je ne vais pas faire des choses malhonnêtes, c'est-à-dire voler, détourner, courir les femmes d'autrui, des choses comme ça, je ne rentre pas dans ça. Mais tout ce qui est dans la légalité, tout ce qui peut être pour l'intérêt général, si je suis convaincu, ça je fonce à tête baissée et je vais continuer à me battre pour l'intérêt général. Alors quel est le style Savoteur? Quel est le football que vous prônez? Bon, le style que je prône, disons que je n'ai pas un style unique. Tout dépend des types de joueurs que je dispose. Si je dispose de joueurs qui sont doués techniquement et que physiquement, je sens que ce n'est pas des gens qui peuvent être préparés physiquement, mais ils ont des qualités techniques seulement. Donc je peux mettre par exemple des stratégies où les joueurs avec type domination, conservation de balles. Donc ça dit que je peux mettre par exemple une stratégie, un système en place où je peux avoir beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Puisque je sais que si je mets par exemple 5 milieux de terrain, s'ils conservent la balle, l'adversaire, quelles que soient ses qualités physiques, on peut les faire courir, il ne peut pas retirer la balle. À vous entendre, vous êtes donc un coach malléable, mais beaucoup de gens disent que Savoteur, c'est non seulement un coach défensif, mais un coach dont le travail est extrêmement basé sur la préparation physique. Non, je pense que... Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le football. Ah bon, et qui en parlent. Qui en parlent. Et qui en parlent malheureusement. Un entraîneur, d'abord, il y a 3 qualités fondamentales. Il y a la qualité professionnelle, c'est-à-dire les vertus professionnelles, et la qualité morale et la qualité intellectuelle. Dans la qualité professionnelle, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir la formation de base. Et dans la formation, là, ça suppose que tu as beaucoup de documentation, tu sais maîtriser ton sujet, et tu suis la courbe de l'évolution du football national, régional et mondial. Et donc, et puis, sur le plan, par exemple, personnel, tu sais comment ton hygiène de vie, tout ça, ça compte. Et puis, comment tu peux être un modèle aussi pour les jeunes, pour les transmettre le message, ainsi de suite. Donc, d'abord, en résumé, il faut d'abord être doué sur le plan professionnel. Donc moi, j'appelle ça les qualités professionnelles. Ensuite, vous avez les qualités morales. Les qualités morales, cela veut dire que tu dois être un modèle pour la jeunesse. Tu dois être un modèle pour l'environnement. Tu dois être un modèle pour tout le milieu du football. En acceptant les sacrifices, tu consens des sacrifices. Pour que lui, là, on dit, ah, lui, là, c'est un éducateur. L'éducateur, c'est quelqu'un qui peut toujours, qu'on peut suivre
les jeunes peuvent te suivre comme modèle, comme référence. Les journalistes qui te regardent, s'ils sont objectifs, ceux qui sont objectifs vont dire, lui là, c'est un entraîneur modèle. Effectivement, tout ce qu'il fait, vraiment, c'est bien réglementé, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc vous n'êtes pas un entraîneur défensif? Non, je viens. C'est-à-dire que quand les gens parlent, je veux vous dire que c'est-à-dire les gens n'ont pas de formation. Ok. Et ils ne savent pas lire les choses. Ils ne savent pas lire les choses. Okay. Maintenant, je vais résumer. Quand après qualité professionnelle, qualité morale, c'est-à-dire je parle de la probité, quoi, la probité intellectuelle et morale. Maintenant, vous avez les qualités intellectuelles. Dans les qualités intellectuelles, vous savez que le football est devenu une science multidimensionnelle. Exactement. Si bien que vous avez vous avez l'histoire dans le football, vous avez la médecine, vous avez le droit, vous avez l'éducation physique et sportive, vous avez l'administration, vous avez la géographie, vous avez pratiquement toutes les branches aujourd'hui dans le football. Donc celui qui n'a pas les qualités intellectuelles, il ne peut pas comprendre son environnement, il ne sait pas comprendre quel est le rôle d'un entraîneur. En plus des qualités intellectuelles, il y a d'autres vertus qui déterminent l'autorité de l'entraîneur. L'autorité, il y a 3 sortes d'autorité. Il y a l'autorité de compétence, c'est-à-dire la manière que tu sais travailler pour agencer tes joueurs à l'entraînement. Les joueurs savent que lui, là, il connaît son travail. Donc, ça te donne déjà l'autorité auprès des joueurs. Mais si tu viens, quand tu commences à poser tes plots ou tu commences à faire des démonstrations, les gens se disent, lui, là, non, il ne connaît rien. Donc, déjà, on doute déjà. Voilà, tu n'as pas l'autorité. Oui. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'autorité de compétence. Après, vous avez l'autorité des statuts. L'autorité des statuts, c'est-à-dire que le club où c'est l'équipe nationale, on t'a nommé, donc le fait qu'on t'a nommé là, c'est une délégation de pouvoir. Et cette délégation de pouvoir de nomination fait que aussi on te respecte parce que c'est soit le comité directeur d'un club ou de la fédération qui t'a nommé, donc ça te donne aussi l'autorité. Mais effectivement, coach, on dit également que Saboteur, dans son groupe, il n'y a pas d'ingérence, il n'y a pas d'émission donc, des dirigeants. Oui. Le dirigeant qui s'amuse à s'approcher, soit il se retrouve avec l'équipe entre les mains, ou bien Saboteur le fout à la porte. C'est vrai. Et maintenant, je termine par la troisième forme d'autorité, c'est l'autorité naturelle. L'autorité naturelle, c'est-à-dire que vous, par exemple, c'est inné à vous. C'est un exemple que je donne, quoi. Absolument. Vous aussi, c'est inné. Vous devez avoir une forme d'autorité, c'est-à-dire que vous êtes né avec. Et on ne peut pas vous transformer. Vous êtes né avec, vous avez une autorité naturelle en vous. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas inculquer à quelqu'un. Il est né avec, il y a cette autorité qui est en lui. Par tout ce qu'il fait là, il y a ça. Maintenant, pour revenir sur ce que vous avez dit, les gens qui ne connaissent pas, par exemple, tout ce que je viens d'expliquer, ils ne connaissent pas lire le football. Vous pouvez voir une équipe, par exemple, dans un positionnement. Je vous donne un exemple. On peut se positionner en 5-4-1. 5 défenseurs, 4 milieux, 1 attaquant. Donc le dispositif est défensif, non? Oui, il a l'air défensif. Il a l'air défensif, oui. Mais dans l'agencement, dans l'agencement du jeu, dans l'animation, vous pouvez trouver qu'elle est plus offensive qu'un 4-3-3. Ça dépend des joueurs qui animent le jeu. Oui. Maintenant, quand les gens voient, par exemple, tu mets un dispositif, ils se disent non, lui là, c'est un entraîneur défensif. Mais regardez moi j'ai entraîné ici, regardez beaucoup de mes équipes. Quand j'avais Koudougou, même actuellement, quand le RCK joue, à l'heure actuelle, là, quand vous voyez le RCK jouer, vous voyez comment l'équipe développe le jeu. Mais les gens même sont étonnés de notre classement. Absolument. Voilà. Mais quand vous nous voyez jouer, l'autre jour, quand on a joué contre Raimo, Raimo même cherchait le nul. Et vous, forcément, vous avez besoin de gagner. Voilà, on a besoin de gagner. Alors, coach, justement, si tu le permets, alors, coach, on a vu en Europe certains pays s'identifier par une façon de jouer. On a vu les Néerlandais avec ce fameux football total prôné par Erinus. On a vu en Amérique latine ce toque qui s'est développé. Alors, le football burkinabé, pour vous, est-ce qu'il a une identité particulière qui le différencie des autres footballs, comme facilement on peut reconnaître une équipe néerlandaise, comme on peut reconnaître facilement une équipe anglaise, je dirais, à l'ancienne, comme facilement on peut reconnaître une équipe camerounaise? Non.
chez nous, on n'a pas une identité de football. Ça, il faut le reconnaître. Oui. Pourquoi? D'abord, on vous pose la question. Voilà, pourquoi, vous posez la question. Et ça, c'est un travail qui devait être fait depuis des années. Okay. Moi, je me suis toujours battu pour ça. Oui. Mais les gens ont toujours cru que je me bats parce que je cherche quelque chose. Et c'est une vision qui devait être faite dans le développement de nos footballs, c'est-à-dire au niveau de la direction technique nationale. C'est quelque chose que ça vaut 20 ans que moi je lutte pour ça. Vous n'avez pas eu l'occasion de le faire? Je n'ai pas eu l'occasion, oui. Et j'ai toujours proposé, mais les gens n'ont jamais voulu écouter. Et vous savez, le football, c'est comme, je donne un exemple terre à terre, c'est comme la culture. Quand vous arrivez dans une région, ou bien il y a une manifestation quelconque à la Maison du Peuple, quand vous voyez un groupe de danseurs qui arrive, quand le groupe s'exprime, l'expression corporelle, tout de suite, si vous êtes de notre pays, vous savez que ce groupe-là, l'expression corporelle-là, ça correspond à telle région de notre pays. Comme la danse pouli qui est réputée très belle. Voilà. Donc, le football, c'est comme ça. Ça dit que si vous prenez même le Cameroun, pas maintenant, le Cameroun d'avant. Oui, le Cameroun d'avant. Quand je parle du Cameroun, je parle du Cameroun d'avant. Voilà, oui. Cameroun d'avant, quand vous voyez le Cameroun, ils avaient une école de football. C'est-à-dire c'était une école de football. Quand tu vois le Cameroun jouer depuis le cadet, minime, junior, senior, c'est la même école qui joue. Parce que à la base, ils avaient la même identité de formation. Donc chez nous, moi j'ai voulu qu'on ait une même identité de formation. C'est-à-dire que, par exemple, si dans notre direction technique nationale, par exemple, on essaie de voir dans notre tempérament aujourd'hui, dans notre football, est-ce qu'on a des joueurs de grande qualité technique? Si on a des joueurs de grande qualité technique, donc il faut jouer peut-être un football aéré, un football total, comme Ajax, par exemple, à l'époque. À l'époque, oui. Voilà. Mais si on n'a pas des joueurs de qualité technique vraiment au-dessus de la moyenne, on peut jouer un football mix où on a le physique et le technique. Et le technique. Voilà. Donc on peut avoir une identité propre avec des schémas type voltaïque qu'à l'époque là, que moi je parlais, qu'on peut mettre en place. Et en ce moment-là, toutes les équipes appliquent la même école de football, depuis les minimes, les cadets et les juniors. Donc, chaque fois que l'équipe nationale allait se présenter, c'est-à-dire notre école de football, tellement on a habitué, celui qui quitte en cadet jusqu'en senior, il joue ça facilement et les autres pays ne peuvent pas nous prendre. Mais nous, on n'a pas une identité réelle de football. Alors, chacun vient, chacun essaie d'apporter sa touche personnelle, ainsi de suite. Donc, par moment, on peut avoir des résultats d'éclat, mais après, on retombe. Puisque c'est dans il n'y a pas de continuité. Alors, Madi, dernière question. Coach, rapidement, William, parce que là, effectivement, quand on regarde le parcours des entraîneurs burkinabés, à la grande majorité, à plus de 99, je dirais 99,99%, les entraîneurs burkinabés font leurs armes dans le championnat local. Vous êtes peut-être l'un des rares, sinon quasiment le seul, qui a fait l'Afrique de l'Ouest, qui a fait l'Afrique centrale, qui a fait l'Afrique du Nord. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Saboteur, c'est un spécimen unique qui risque de partir avec tout son savoir? Là, c'est ça qui me fait mal. Ça me fait mal parce qu'on n'a pas su m'exploiter. Et vous avez d'énormes regrets? Vraiment, ça me fait mal. On n'a pas su m'exploiter. Actuellement, j'ai des larmes aux yeux. Alors, coach, justement, il y a beaucoup de William, jeunes... on va accélérer. On va accélérer. Coach, je crois qu'après cette ouverture technique-là, je crois qu'il faut qu'on revienne un peu aussi sur les aspects historiques, parce que c'est surtout ça que la jeune génération... Comme je l'ai dit, vous êtes la voûte un peu du football. En 1995, quand il y avait des problèmes, on est venu vous chercher en 92. Oui, on est venu vous chercher à Abidjan, alors que vous entraînez la SEC pour revenir relancer l'équipe nationale. Il y a eu la fameuse guerre de libération du 22 janvier 1995. En 2006, quand ça n'allait pas, ou je crois, on est venu encore vous chercher pour monter le groupe d'aujourd'hui. Alors, quand vous remémorez tout ça, comment Saboteur se revoit? C'est vrai, si on va vous dire de raconter tout ça, ça va être trop long parce qu'on n'a pas assez de temps. Mais comment pouvez-vous nous résumer toutes ces étapes-là?
Non, ça dit que dans nos pays, je pense que ça dit il y a trop de jalousie. Le Burkinabé, c'est quelqu'un, il est de nature jaloux. Et il ne veut pas voir son frère réussir. Et ça nous pose problème. Voilà, il ne veut pas voir son frère réussir. Il préfère qu'un étranger vienne faire, même s'il échoue, il préfère ça que de mettre son frère qui peut réussir. Voilà, parce que tout simplement, si son frère réussit, comme nous sommes dans le même pays, on va dire, ah, lui, il a réussi, et donc ça le fait mal. Et ça ne plaît à personne. Ça ne plaît à personne. Absolument. Donc, c'est pour vous dire, parce que quand quelqu'un fait un exemple, il donne un exemple une fois, il donne un exemple 2 fois. Donc, vous devez vous dire que ce monsieur-là, si c'était une fois en passant, mais il fait ça au moins plusieurs fois, vous pouvez dire, mais cet enfant-là, ses compatriotes, je pense que laissons-le le temps de travailler, sur une longue durée et on va voir. Oui. Mais vous allez constater, chaque fois que ça ne va pas, on m'appelle. Oui. Quand je viens, quand je redresse, maintenant, on vous écarte. en ce moment, c'est en ce moment que les gens sortent partout. On dit, bon, voilà, on va mettre saboteur. Voilà, on va lever saboteur, on va mettre telle personne, ainsi de suite. Oui, parce qu'on se rappelle de votre limogeage en Afrique du Sud. Après, il y a eu l'épisode quand vous avez monté cette équipe. Mais ça comme William l'a dit, on a l'impression que au lieu de vous décourager, ça vous bonifie parce que vous êtes resté sur la brèche. Et regarde, je veux prendre l'exemple de l'équipe qui est actuellement sur le déclin, l'équipe des P3 pas. Qui est sur, on ne peut pas dire le déclin. Oui, mais bon, en fait, au soir de sa vie, l'équipe qui est au soir de sa vie, nous souhaiterons quand même que vous nous parliez de 2 éléments. Bakary Koné, que vous avez pratiquement lancé, alors que personne ne le connaissait. Personne n'en voulait, il faut dire ça. N'en voulait, voilà. et le jeune, je voulais dire, Jonathan Pitroapa. Parlez-nous un peu de ces deux, des 2 icônes. Bakary Koné, oui. C'était un jeudi, le jeudi du match de la semaine contre le Sénégal. Coach, mardi, hein. C'était le mardi. Le match amical, c'était le mardi. Au stade le match du 4 août. Oui, c'était le mardi, le match amical. Non, parce qu'on devait jouer contre le Sénégal samedi. Et voilà. C'était le mardi, le match amical. Et c'est le lendemain mercredi qu'il vous a rejoint en sélection. Le même soir, pratiquement, voilà. Ah, d'accord. Oui. Donc, ce jour-là, il marquait Youssouf Koné, qui était à Rosenborg à l'époque. Et qui marquait beaucoup en Champions League. Voilà. Donc, j'ai dit à le président de l'EFO, qui était Zico, oui. J'ai dit, bon, ton petit défenseur-là, j'ai besoin de lui pour qu'il nous rejoigne au Comet, puisque l'équipe nationale était regroupée au Comet. Okay. Alors, coach, la petite histoire dit que les frais du taxi, c'est vous qui lui avez remis. Oui, j'ai remis l'argent pour qu'il prenne taxi et nous rejoigne. Voilà. Et donc, il a dit, ah bon? J'ai dit non. J'ai dit, tu dois nous rejoindre, c'est pas pour d'autres matchs, hein, c'est pour le match de samedi-là. Zico me dit, mais coach, comme lui, il a été mon joueur avant aussi. Zico me dit, coach, vraiment, moi, je ne veux pas que tu aies des problèmes. Parce que lui, là, chez nous, personne ne veut le voir. Il n'est même pas titulaire. Et je crois que même, il était sur la liste des joueurs qu'on devait libérer. Ah oui. Alors, donc, coach, moi, il te donne des conseils. Lui, là, si tu le prends, tu auras des problèmes. Mais dans votre tête, vous étiez sûr? J'ai dit non, c'est que de la manière dont je l'ai vu jouer là, il a des qualités naturelles, mais qu'il faut exploiter. C'est comme ça qu'il est venu. Et puis il y avait Issouf Sanon, de Bobo aussi, RCB. Qui est venu aussi également. Donc le lendemain, sur le terrain de Comet, j'ai pris Bakary Koné seul pour lui expliquer ses déplacements sur le terrain, comment il devait jouer défensivement, les zones où il ne doit pas dépasser, ou comment il doit attaquer les balles aériennes au sol et autres. Je l'ai expliqué. Et je lui ai dit que si tu écoutes ce qu'il te dit là, c'est ce match de samedi là qui va déclencher ta carrière dans ta vie. Et il est parti. Il m'a dit quoi? Il dit lui va jouer. J'ai dit ouais, tu vas jouer. Puisqu'en ce moment il y avait les Lamine Traoré qui était blessé. Non, c'était des gens, ils se prenaient comme des super joueurs. Ah oui. Ça ne marche pas avec ça. Voilà, et il y avait les Bouftou, les Kébé, tous ces gens-là, ils faisaient. Puisque moi je leur ai dit que celui qui ne joue pas le match amical contre les faux, tu ne joues pas le match de samedi. Ah oui. Et parmi eux, ils se sont dit, bon, même s'ils ne jouent pas le match amical là, moi je vais les classer.
puisqu'ils avaient le soutien de la fédération à l'époque. Là. Voilà. Et donc, moi j'ai fait le classement, Bakary était dedans. Et puis 3 pas, je l'ai appelé dans ma chambre devant Zagallo qui était mon adjoint. Oui. J'ai dit à Puis 3 pas, j'ai dit, bon, le match là, c'est que je vois demain. Et le match de samedi, c'est toi qui nous fais gagner le match. Ah oui. Puis 3 pas me demande, mais lui va jouer, je dis oui. Mais il avait déjà joué en Tanzanie avant ce match face au Sénégal. Il avait joué en Tanzanie, c'était son premier match. Son premier match, oui. D'ailleurs, dans le groupe actuel là, si vous voyez des fois, il fait la tête, il n'est pas content là. Parce qu'en fait, c'est lui le plus ancien Du groupe. en Oui, première parce que division. En première division. Un mois avant le Sénégal, il avait joué en Tanzanie. Il avait joué on en avait perdu Tanzanie. 2-1. Voilà. Donc, lui, il a joué avant les Charles Kaboré Charles Kaboré. dans le groupe là. C'est lui qui avait joué. Et en Tanzanie là, pour le motiver, je l'avais mis même capitaine. Alors que Kéré était sur le terrain. Oui. Oui. Donc, c'est comme ça que je lui ai parlé. Et à un moment donné, au cours du match contre le Sénégal, il est venu vers moi et dit, lui, il veut sortir, il est fatigué. J'ai dit, non, ce que je t'ai dit là, ce n'est pas arrivé. Ah. 5 minutes après, j'ai vu, dès qu'il prend la balle seulement, il arrive, il fait fin de corps, il accélère, il rentre dans la surface. Diakhaté, le défenseur, Lamine Diack. voilà, tire son maillot et penalty. Il tombe. Et l'autre vient, Narcisse Yamego vient, il prend la balle. Le gardien de but sénégalais dit que, mais toi, je te connais, on a joué ensemble à la Jeanne d'Arc de Dakar. Tu ne peux pas me battre. Narcisse dit d'accord, tu vas voir, ici, ce n'est pas Jeanne d'Arc. Ouais, c'est pas Jeanne d'Arc. Voilà. Donc, il a posé le ballon. Comme Narcisse sait que le gardien sait où il va tirer, donc, pour lui, Narcisse va changer. Narcisse n'a pas changé. Il a mis au même endroit. Au même endroit. C'est comme ça qu'il a battu. Et pour les deux, c'était comme ça. C'est après, maintenant, dès qu'on a marqué le but, j'ai appelé Puis 3 pas et je l'ai mis au dos pour le faire sortir. D'accord. Alors, coach, il ne nous reste plus que moins de 7 10 minutes. Oui. Voilà, donc on va aller rapidement. C'est vrai, on ne peut pas vous avoir sur le plateau sans parler de l'actualité, ça ne serait pas très, très intéressant. Aujourd'hui, on sait que l'actualité du football, c'est le renouvellement prochain du comité exécutif. On sait aussi que vous avez fait partie des anciens qui ont prôné, qui ont demandé au colonel Sangaré aujourd'hui de se représenter. Alors, coach, on ne vous demande pas d'avoir une attitude partisane ou quelque chose de ce genre, mais nous, on voudrait avoir l'ancien que vous êtes. Comment vous lisez le développement de la situation? Bon, je fais rapidement un survol là. Oui. Pour vous dire que, d'abord, vous savez que notre football a commencé à Bobo-Dioulasso en 1935. C'était la seule équipe qui était là, c'était Union sportive de Bobo. Exact. Et il y avait l'équipe militaire française. Donc ce sont les deux équipes là qui jouaient entre elles jusqu'en 1939, lorsqu'il y a eu la deuxième guerre mondiale. Et donc c'est cette équipe là d'ailleurs après, je crois que qui a été fusionnée avec notre équipe qui est devenue Racing, je crois. Alors, donc, le début de l'histoire, c'est comme ça. Exact. Et au moment de la Coupe d'AEF, après 1947, il y a eu 13 éditions. Je parle parce que je connais notre football. Bien sûr. Sur les 10 éditions, sur 10 éditions, 13 éditions, le Sénégal a joué 10 finales et elle a remporté 8. Le Soudan français, l'actuel Mali, a joué 4 finales et a remporté 2. Et la Guinée-Conakry a joué 2 finales et a remporté 1. La Côte d'Ivoire, 2, remporté 1. Le Togo, 2, remporté 1. Et le Bénin a joué une finale perdue. Et la Haute-Volta a joué une demi-finale. Et c'était les fonctionnaires de Bobo-Dioulasso. Et ça, c'était en 1958, coach. Voilà. Pour fonctionner. Voilà. Et donc, la première équipe nationale qui a joué au jeu d'Abidjan, c'était entraînée par Tanli Chaka. Donc, la Côte d'Ivoire a battu la Haute-Volta 2-1. On a battu le Libéria, je crois que c'était 4-1. Et puis, on a fait 1-1 contre Centrafrique. Après ça, on a joué les jeux. Il y avait un jeu qu'on a fait, c'était Moussa Namoro, qui était l'entraîneur.
Voilà. Et on a joué, c'était à Madagascar, je crois, et on a joué contre le Gabon. Je parle de ce match-là parce que c'était un match mémorable. Le Gabon menait 3-0. C'était les Mévi, les Koplavi. Oui. Mévi, le papa de Mévi Williams. Voilà. Les Koplavi, les Traoré Fousseni Blaise, les Kouyaté Sotigui, les Bafinés. C'était les groupes là. Et donc, on a remonté les 3 buts, et on a battu le Gabon 5-4. À ce moment, c'était Moussa Namogo. Donc, les premiers entraîneurs, c'était eux qui avaient les équipes nationales en main. Et donc, je fais cette histoire-là. Oui. La première finale de la Coupe du Faso, c'était Fonctionnaire en 1960 contre le Faux. Fonctionnaire a gagné 1-0. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que depuis cette époque, nous, on a suivi le football. Et le stade de Ouagadougou, ça a été inauguré en 1953. C'était entouré par des sécos. L'enfer de Ouaga. Hein? L'enfer de Ouaga. Oui. Voilà. Et donc, c'est pour vous dire que j'ai suivi quand même l'évolution de nos footballs jusqu'au moment où ça a commencé à se moderniser. J'ai suivi les différentes fédérations qui sont succédées. Et moi-même, j'ai été victime de beaucoup de choses dans nos footballs. Et si je vous dis, en parenthèse, que par exemple, lorsque moi j'étais entraîneur, et quand j'étais parti en Afrique du Sud, quand on m'a limogé, on a dit que comme j'étais en activité, j'étais commissaire, donc les primes, les indemnités qu'on m'a données là, que c'était trop perçu. Les finances m'ont coupé. Ah oui. Ah oui. Oui, c'est-à-dire tous les salaires que j'ai eus là, c'était 300 000 qu'on me donnait comme indemnité. C'était marqué indemnité. Puisque j'étais commissaire de police. Ouais. C'était indemnité. Et donc, après, parce que comme ils m'ont limogé, pour se venger, ils ont écrit aux finances que de couper tout ce que j'ai perçu là, que c'était trop perçu. Et vous avez continué. Et ils ont coupé, ils m'ont fait hors de recette et j'ai tout payé. Donc c'est pour vous dire que j'ai été victime de beaucoup d'injustices. Absolument. Mais j'ai continué à travailler parce que je me suis dit que c'est mon pays qui m'a formé. C'est la grande majorité du pays, là, nous valons près de 10 millions d'habitants. Ce n'est pas une poignée de personnes, peut-être 20 ou 30, 50 personnes qui sont contre moi, que moi je vais me mettre. Je vais pas contre les autres. Voilà, je ne vais pas apporter ma contribution. C'est cette philosophie que j'ai. C'est pour cela, chaque fois, j'essaye d'apporter toujours ma contribution. Donc c'est pour cela que je dis que j'ai vu toutes ces fédérations qui sont succédées. Et après, il y a eu l'ère de Chita Sangaré qui est arrivée. J'ai vu, moi je ne suis pas entraîneur national. Et j'étais entraîneur des terrains locaux. On m'a enlevé. Vous comprenez? Donc s'il y a bien quelqu'un qui devait être contre la fédération, c'était bien moi. Et d'autres aussi, parce que vous n'êtes pas le seul qui a pris les étalons et qui est parti. Voilà. Oui. Voilà. Donc, nous, tous les anciens, là, nous, on a essayé de voir. On s'est dit, bon, vraiment, si on regarde le parcours, non seulement de colonel Chita Sangaré, il a essayé d'apporter... En tout cas, vous savez, chacun vient avec sa chance. Absolument. Voilà. Il est venu, certainement, il est venu avec sa chance. Et Dieu a fait que les choses ont marché. On a eu des performances. L'autre pays a été quand même respecté à des moments donnés. On est arrivé en finale, on a fait demi-finale. Et lui-même, il a grouillé, il a pu entrer à l'Assemblée, au comité exécutif de la CAF. Oui. Ce n'est pas un poste qu'on a donné au Burkina, c'est un poste personnel par rapport à ses capacités. Il est rentré. Et la FIFA l'a nommé à la commission de développement de football de la FIFA. Étant là-bas, s'il était ingrat, normalement, il ne devait pas essayer de tirer d'autres personnes, d'autres Burkinabés pour qu'ils aient des postes. Il a fait rentrer Maître Sama à la commission juridique de la CAF. Oui. Il a fait rentrer le même là au TAS. Okay. Et tout récemment, il a essayé de voir ses pairs, les différents présidents des fédérations de la zone UFOA, puisqu'il y avait le poste de directeur exécutif là, qui était en jeu. Donc, il a essayé de voir ses pairs et les autres ont dit, bon, comme tu tiens, nous, on va voter pour ton candidat. C'est comme ça que Balima a été voté comme directeur exécutif de l'UFO, zone B, avec résidence en Côte d'Ivoire. Bon, aujourd'hui, si vous regardez, par exemple,
il a essayé de lutter. La FIFA a fait de sorte que beaucoup de terrains d'entraînement sont clôturés. La fois dernière, j'étais à Bobo, j'ai vu le Racing, ils ont clôturé également. La FIFA a clôturé. Terrain de fonctionnaires, pareil. Mais c'est des choses que nous, on n'a pas vues avant. Tous ceux qui sont passés là, nous, on n'a pas vu ça. Mais s'il y a un progrès dans ce sens-là, pour l'intérêt, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous on veut? L'âge où moi je suis là, je veux quoi? C'est pour les jeunes là. Absolument. Si je vois qu'il y a une progression, moi je pense qu'il faut faire en sorte que cette progression-là, on puisse continuer sur cette lancée. Voilà, ce n'est pas question d'individu, mais c'est question de performance. Donc c'est comme ça que moi je pense. D'accord. Parce que malheureusement... Laisse le coach terminer. Oui, je pense que la régie dit que c'est fini, mais vous pouvez finir. Donc je pense que c'est à cause de ça. Moi je pense que, en tout cas pour moi, c'est le candidat normalement qui pouvait faire pour que notre pays puisse progresser. Maintenant, si nous on veut former d'autres personnes, s'ils rentraient par exemple à la fédération, on peut dire dans nos politiques aujourd'hui, bon, après comme tu vas perdre ton troisième mandat, on va faire de sorte que tu puisses préparer d'autres personnes pour la relève. C'est comme ça se fait. Donc, il y aura une approche pour qu'on lui dise, bon, tu peux te présenter, mais il faut qu'on prépare quelqu'un ou bien deux personnes pour que, après ton troisième mandat, ces gars-là puissent prendre la relève. C'est comme ça que le pays se construit. Alors, juste, Madi, 10 secondes. Voici un livre écrit par coach Saboteur. Voilà l'animation défensive et offensive en football. Ben, vous pouvez vous en procurer. C'est riche en enseignements. D'accord. Alors, coach, malheureusement, 52 minutes, c'est vite arrivé. C'est rapide, hein? Alors qu'il y avait encore beaucoup. Oui, mais avec vous. Il fallait faire 1 heure de temps. Il fallait faire 1 heure de temps, mais de toute façon, nous, on va se donner encore d'autres occasions pour vous revoir parce que vous êtes disponible. Alors. On n'a même pas pu parler de ça là. Oui, mais bon, c'est ça aussi. Oui. Votre carrière est tellement riche que. Madi, il faudra fermer l'émission, sinon on va tirer. Voilà, si la régie va nous taper. Non, vous restez assis, coach. Coach Saboteur, merci beaucoup. 1000 fois merci d'être venu. Merci William. Merci à toi, Madi. Merci à Alain Couriol et à toute l'équipe de réalisation. Merci à Stéphanie, tu es notre chef d'édition. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de la radio Horizon FM, puisque cette émission est reprise sur les ondes de la radio Horizon FM. Sur ce, on vous dit au revoir et à la prochaine.